Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nexstar? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Nexstar ici, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, donc les liens vont se retrouver dans la description de cette vidéo aussi. Vous pouvez demander des analyses quantitatives et en supplément de ça, chaque mois, je vous présente deux notes d'analyse ici sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. Donc, les notes d'analyse ici, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, allez-y regarder la vidéo sur Johnson Johnson ou bien sur Verizon ou bien sur AT&T. Donc, c'est essentiellement basé ici sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls. Donc, on va un peu plus loin que les chiffres ici. D'accord? Maintenant, sur cette entreprise-ci, c'est un groupe média aux États-Unis. Donc, quand on parle de groupe média, ils gèrent des chaînes de télé et en même temps des sites web et je pense également certains magazines, si je ne me trompe pas. Donc, généralement, ce que je vais faire, je vais aller directement sur YouTube et sur Google ici. Donc, on va aller regarder le site web de l'entreprise directement. Donc, on va directement ici dans Nexstar Media Group. Donc, Nexstar Media Group, TV Station. Les États-Unis ont quelque chose de très particulier. En fait, il y a des centaines de milliers, enfin, je ne voulais pas dire des centaines de milliers, mais il y a des milliers de chaînes de télévision aux États-Unis. Par exemple, dans la ville de New York, vous allez voir par exemple ici que vous avez la station WPX. WPIX, c'est une chaîne télé. D'accord? Dans ces chaînes télé-là, vous avez peut-être des affiliations. Genre, vous allez voir des programmes de CW, d'Antenna TV, de Court TV, de Rewind TV, de QVC. Et également, il y a un site web, pix11.com. À Los Angeles, vous allez voir également ici que vous avez la chaîne KTLA. À Chicago, vous allez voir la chaîne WGN. Donc, on descend un tout petit peu plus bas. À Albuquerque, vous allez voir la chaîne QRQE, KBIM, KREZ, KWBQ. Donc, franchement, l'environnement médiatique, l'environnement média aux États-Unis est franchement, c'est très différent de ce qu'on peut retrouver en France. Ok, donc faites attention quand vous allez faire quand vous allez essayer de faire d'essayer de trouver des similitudes entre les deux, d'accord? Donc, ce qui veut dire que dans chaque ville, d'accord, on peut dire comme à Montréal, il peut y avoir une chaîne qui vous donne uniquement les informations concernant Montréal toute la journée, d'accord? Ou bien des programmes également qui sont tournés vers Montréal, d'accord? Et si vous arrivez par exemple dans la ville de Toronto, c'est peut-être la même chose. Si vous arrivez dans la ville d'Ottawa, c'est la même chose. Enfin, quand je dis c'est la même chose, vous avez un programme similaire ici, mais qui parle uniquement de tout ce qui se passe à Toronto, à Ottawa, d'accord? Donc, c'est très particulier. Donc, ce qui veut dire que ce genre de chaîne-là également, c'est très utilisé par les politiques, surtout quand il y a des élections. Donc c'est pour ça que quand vous allez lire les rapports financiers de cette compagnie-ci, vérifiez bien qu'on est en période, vérifiez bien que vous avez pris en considération le fait que les revenus issus de la période électorale ne sont pas durables. Techniquement, il y a des élections chaque 4 ans, chaque 2 ans également, où il peut y avoir des élections ici sur le plan local, on peut faire des élections pour des juges, des choses comme ça, donc il y a toujours des élections quelque part. Donc c'est une grande source de revenus pour ces entreprises aussi. Donc vous avez également la division digitale, donc le network ici, qu'est-ce que ça concerne? Le network ici, elle a également sa propre chaîne de télé, donc d'envergure nationale. Elle vient juste de la racheter ici chez Paramount, je pense bien, si je ne me trompe pas. Donc Warner Bros. Discovery, enfin, je pense bien. Bref, je pense qu'elle a racheté cette chaîne-ci dernièrement, si je ne me trompe pas. Après, elle a également News Nation, qui est une chaîne qui lui appartient. The Hill également. Je pense également c'est également une chaîne télé, si je ne me trompe pas. Bref, elle a sa propre chaîne de télévision. Elle a ses propres chaînes de télévision ici. D'accord? Donc, n'oubliez pas. Bref, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Donc, nous allons voir ici une entreprise qui a des revenus de plus en plus croissants. C'est essentiellement ici une croissance par acquisition. Et enfin, on va même dire essentiellement une croissance par acquisition. Et parce que l'environnement médiatique aux États-Unis est en train de changer. Donc, une fois que vous avez vu ça ici, il faut également regarder la marge brute. Est-ce que la marge brute ici est à peu près stable ou croissante? Donc, ici, on a une marge brute de plus en plus décroissante. Donc, qui parle de télévision ici parle de publicité. Ok, donc vous êtes en concurrence avec les Netflix, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer derrière. D'accord, donc on a ici des marges brutes ici aux alentours de 70%, mais depuis 2013, on a des marges brutes de moins en moins élevées actuellement. Enfin, on a une stabilité depuis 2018 à peu près, on se stabilise aux alentours des 60%. Ok, donc ici, est-ce qu'en termes de marge EBITDA, on a également
les mêmes pentes, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a une diminution des marges EBITDA, etc. Non, on a plutôt une stabilité des marges EBITDA, je dirais même une légère croissance de la marge EBITDA ici sur les dernières années. Donc la marge brute ici, le fait que la marge brute diminue, ça n'impacte pas les marges EBITDA. Ok, ça c'est intéressant. Comme je l'ai toujours dit ici, il faut comparer la marge brute également ici à la marge EBITDA. Vous pouvez avoir une marge brute qui est décroissante avec des marges EBITDA avec une marge EBITDA qui est croissante. D'accord? Tout simplement, ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, vous pouvez avoir des marges brutes croissantes avec des marges EBITDA décroissantes. Donc, ça veut dire que l'entreprise est de moins en moins efficiente. OK? Donc, faites attention. Maintenant, il faut aller regarder en termes d'efficience et qui on investit massivement ou est-ce que ce sont des coûts variables ou sont des coûts fixes. Bref. On termine la vidéo ici, donc c'est pas un cours ici pour, voilà, c'est pas, enfin, quand je dis c'est pas un cours, c'est pas une démonstration ici pour comment est-ce qu'on va interpréter les marges brutes, etc., ou bien la marge EBITDA, d'accord? Pour ça, je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur la marge brute ici, le revenu, les états financiers, bref, les vidéos sont toujours là. J'ai même pas encore terminé cette série, il faudrait d'ailleurs que je la termine, parce que je pense qu'il nous manquait, il fallait qu'on regarde encore la marge nette, donc le résultat net, avant d'aller regarder maintenant l'interprétation des différents ratios. Après ça, on va également regarder les free cash flow. Bref, on va terminer ça quand j'aurai le temps. Bref, maintenant, en termes de net income ici, on va comparer les net income et les free cash flow. Je pense ici qu'il faut faire attention, il faut aller regarder les free cash flow de cette entreprise ici. OK, donc quand on compare les net income et les free cash flow ici, on va essayer de voir si on parle à peu près le même langage. OK, donc comme je l'ai dit toujours ici, il faut faire attention à cette compagnie ici, surtout quand on est sur une période électorale. Là, on gagne beaucoup d'argent. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on va se poser. Mais j'ai essayé de vérifier ici, c'est une entreprise qui peut avoir des marges à peu près aux alentours de 20 à 25% par là. OK, donc si on se situe aux alentours des 20% et qu'on regarde à peu près ce que pensent les analystes, disons en année N+1, d'accord, sur les 12 prochains mois ici, les analystes pensent qu'on aura à peu près excusez-moi, par rapport aux revenus, donc on s'attend à des revenus de combien? Donc revenus, donc sales, donc on vient ici, donc sales, consensus average, on s'attend à des revenus à peu près aux alentours de combien? On s'attend à peu près à 5 milliards de revenus, d'accord, sur les 12 prochains mois, donc 2023 ici, et admettons qu'on essaie de regarder au-delà des 12 prochains mois, donc disons jusqu'en 2026, ce qui est prévu ici, d'accord, on s'attend à peu près avoir quelque chose un peu plus élevé qu'aujourd'hui, ok, donc on aurait une certaine croissance. Ça, c'est plus important. Enfin, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je sais ici, enfin, il y a de grandes chances ici que le revenu continue à au moins rester stable. OK? Donc, là, maintenant, je vais aller regarder la dette nette. D'accord? Je prends l'information concernant la dette nette. On va rechercher la dette nette par action. OK? Et je vais rechercher également ici le nombre d'actions. OK? Une fois que j'ai ces deux éléments-ci, ce que je vais faire, je vais prendre le ratio. Donc, c'est-à-dire que 7 milliards 40 millions de dette nette divisé par le nombre d'actions, 38,32. Vous voyez également que le nombre d'actions diminue. La dette nette a tendance, enfin, techniquement, elle a tendance à diminuer depuis ses plus hauts à 8 milliards 480. Donc, il faudrait vérifier également ici, est-ce qu'elle a pour ambition de rembourser la dette? Donc, dette nette par action, c'est 183,71. Donc, disons, on va arrondir ça à 184 dollars par action de dette nette. Donc, j'aime également aller regarder ici la dette nette sur EBITDA, histoire de voir si on a quelque chose de soutenable ici. Donc, tout ce qui est en dessous de 5, ça m'intéresse. Donc, la dette nette sur EBITDA ici est assez correcte. Je rappelle qu'on rembourse la dette ici avec le cash, avec le free cash flow. Et elle a la capacité de rapporter à peu près aux alentours d'1 milliard de free cash flow par an, en moyenne. OK, donc, c'est-à-dire qu'elle peut rembourser la dette ici en moins de 10 ans, c'est bon. OK, donc, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne? J'aimerais également regarder ici le PER de cette compagnie-ci. Et laissez-moi vous dire que ce genre d'entreprise a tendance à se négocier à des PER très très bas parce que notamment il y a un changement ici dans l'environnement concurrent, enfin au niveau ici de l'environnement concurrentiel de la compagnie, d'accord? Donc c'est un secteur d'activité qui se cherche un tout peu, quand je dis qui se cherche un tout petit peu ici, il est en pleine transformation parce que les gens ne consomment plus la télévision comme avant, d'accord? Il faut trouver le juste milieu entre des programmes en ligne ou bien des programmes directement par la télé, d'accord? Donc comment est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Donc quand on regarde sur les 10 dernières années, ici on a à peu près des PER ici de 12,3 fois les bénéfices, enfin 12,3 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 10 fois les bénéfices. Laissez-moi vous dire qu'à 10 fois les bénéfices ici, c'est vraiment je ne prendrais pas, enfin, c'est 8,5 fois, mais je ne prendrais pas en considération la dette, d'accord? Donc, je pense que c'est une entreprise, même pas que je pense, c'est une entreprise qui peut s'échanger à 15 fois les bénéfices, ok? Et il n'y a pas de raison valable pour qu'elle s'échange à 13 fois les bénéfices. Mis à part peut-être le fait qu'on pense que l'entreprise ici, voilà, le business va avoir tendance à mourir ou des choses comme ça, mais ça, je ne crois pas non plus. Parce que l'environnement médiatique est très... il y a des entreprises qui vont disparaître, mais également il y aura de la consolidation dans ce secteur-là. Donc il est très particulier. C'est la raison pour laquelle on peut peut-être on peut avoir une opportunité d'investissement ici aujourd'hui, mais attention, il y aura beaucoup de changements ici. Donc il faut faire attention. Il faut demander des entreprises qui ont un management exceptionnel. Ok. Donc il faut avoir une bonne
une bonne stratégie de croissance à long terme ici, d'accord? Donc, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Je vous rappelle que je vais aller sur l'outil FastGraft. Les bénéfices nets par action ici sont aux alentours de 26,19 et je rappelle que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets par action ici, donc faites attention. Donc, parce que si je prends les free cash flow, on s'attend ici à peu près en 2023, on s'attend à des bénéfices nets aux alentours de 16,28 $ par action. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Quand on regarde les free cash flow en 2023 également, on s'attend à des free cash flow aux alentours de 27,44 $ par action. D'accord? Donc, ça dit quand on compare les deux ici, techniquement, par rapport à ce qu'on a eu en 2022, c'est moins élevé, certes, mais on est quand même aux alentours de 27 $. D'accord? Donc, si vous remarquez ici qu'en 2023, on s'attend à 32,94 $ au niveau des free cash flow. D'accord? On est déjà à 27 $. On s'attend à 27 $ déjà cette année-ci. Donc, et ici, sur les bénéfices, on s'attend à 26 $ par action en 2025. OK? Je vais prendre en prenant les bénéfices nets ici, laissez-moi vous dire que je sous-estime à peu près la rentabilité de cette compagnie-ci. OK? 26 $ par action par rapport aux bénéfices nets qu'on a en date d'aujourd'hui. Quand on fait 26 multiplié par 38 millions d'actions, on a à peu près aux alentours de 1 milliard par là en termes de bénéfices nets. C'est possible. OK? Si vous pouvez voir ici, elle a des free cash flow bien plus élevés que ça. Donc, je vais prendre 15 fois les bénéfices, d'accord? Tout en vérifiant, est-ce que les analystes ont d'habitude d'avoir raison, avoir de bonnes prévisions sur les bénéfices nets ici sur une période de 2 ans? On va se dire ici que oui, un tiers du temps ici, ils ont raison, d'accord? C'est à peu près prévisible. Et on regarde également sur les 5 dernières années, également, ils ont tendance à avoir raison. C'est bien, ok? Maintenant, je vais prendre 15 fois les bénéfices et 10 fois les bénéfices. D'accord? À 10 fois les bénéfices, je n'enlève pas la dette. À 10 fois les bénéfices ici par rapport à ce qui est attendu en 2025, d'accord? On aura à peu près aux alentours de 260 $ l'action. Actuellement, on est à 171 et c'est 10 fois les bénéfices. Donc, c'est un rendement de 10%. Donc, le dividende, actuellement, il est safe. Vous voyez, il a l'habitude d'être croissant année après année. Il y a de bonnes chances qu'il continue à être croissant. Donc, actuellement, il est de 3,14%. Donc, si on le prend maintenant à 15 fois les bénéfices par rapport à ce qui est attendu en 2025, donc je suis déjà assez optimiste ici, d'accord? Donc, 26,19 multiplié par 15, je parle du bénéfice net ici, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, on avait la dette nette par action ici de 184 $ par action, 183,71. Donc, ça revient ici à 208 $ l'action. Le prix actuel est de 171, dont l'entreprise est également sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Si on réussit à avoir les 26,19 $ actuellement en termes de bénéfices nets ici par action, et je rappelle qu'en free cash flow, on s'attend à 27 cette année-ci, donc faites attention, on aura déjà enfin, il y a de grandes chances qu'on ait déjà 26 $ par action cette année-ci. Donc par rapport au prix actuel, d'accord, 172 $, je l'arrondis directement ici, on a un rendement de 15%. Donc, ça veut dire que si vous achetez cette compagnie-ci et qu'il y a de grandes chances que les bénéfices nets restent au moins à 26 $ par action ici, année après année, et quand vous les reversez en dividende, vous avez un rendement de 15%. Ce qui peut sembler très intéressant. Mais la question qu'on se pose, il est où le piège? Et vous devez aller regarder dans les rapports financiers qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que le marché sous-évalue ce genre d'entité-ci? Parce que quand il me semble qu'on n'a pas tendance ici, c'est pas une entreprise qui aura tendance à décroître ici dans un avenir proche. Ok, donc en operating cash flow, on s'attend même à de la croissance. Donc ça peut être intéressant d'aller creuser un tout petit peu plus ici. Surtout pour ceux qui recherchent un dividende ici, ça peut être assez intéressant. Ok, donc c'est également une entreprise qui rachète ses actions. Donc on peut se retrouver ici face à quelque chose qui est assez intéressant. Mais n'oubliez pas que c'est un environnement qui change également beaucoup. Donc il faut également comprendre cette industrie-là. Ok, n'allez pas juste parce que vous avez vu le dividende ou bien les bénéfices nets. Faites attention. Ok, donc c'est intéressant, c'est assez intriguant pour aller creuser un tout petit peu plus. Ok, donc ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme je le dis toujours, je me réserve d'ailleurs toujours le droit de me tromper. D'accord? Si c'est pour susciter de l'intérêt, d'accord, ou bien du questionnement. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo-ci, on a le lien vers la top newsletter qui est gratuite. D'accord? Donc, généralement, on partage l'analyse sectorielle. Et peut-être qu'on va partager une analyse sectorielle ici concernant le secteur médias. Donc, j'essaie à peu près de trouver des informations par rapport à ce secteur-là pour le moment. Pour le moment, j'ai quelques pistes, mais voilà, pas quelque chose de concret pour le moment ici. Mais il semblerait-il qu'avant la fin de l'année, je pense qu'on pourrait trouver ça ici. On va pouvoir travailler dessus. Donc, vous allez recevoir ça gratuitement de ce côté-là. Et dans le service Top Premium, comme je l'ai dit tantôt en début, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a fait ici aujourd'hui. Et en supplément de ça, vous pouvez avoir la possibilité, d'accord, même pas vous recevez chaque mois 2 notes d'analyse ici sur les entreprises qui sont sous-évaluées. Par exemple, si je décide d'étudier Nexstar Media ici, je vais lire les rapports financiers, je vais écouter les conférences calls, je vais essayer de me renseigner sur l'industrie ici, et je vous donnerai mon avis à peu près sur quelque chose qui ne dépasse pas une page ici, d'accord, et on pourrait revenir ici au fur et à mesure d'exprimer, parce que comme je dis toujours, investir à long terme, d'accord, c'est déjà survivre à court terme, d'accord, donc c'est déjà lire les rapports financiers ici, trimestre après trimestre. D'accord? Donc, faites attention. Donc, c'est vraiment une. Comment dire ça?
c'est un ensemble de petits éléments qu'il faut prendre, qu'il faut prendre l'un après l'autre. OK? So, il ne faut pas juste se dire ici que oh, bénéfice net c'est croissant, etc. Les analystes ont dit ceci, on achète point barre, on dort. Après, on est surpris que oh, mais pourquoi ça baisse? Non. Nous, on veut savoir quand ça baisse, on doit déjà savoir que c'est possible que ça arrive parce qu'il y a telle ou telle chose qui se passe actuellement. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.